Jake qui l'appelait. C'est ce qui réveilla le pistolero. Il l'avait solidement attaché à l'un des buissons arides qui poussaient là, et le garçon était affamé et en colère. Au soleil, il était presque 9h30. « Pourquoi vous m'avez ligoté ?» demanda Jake d'un air indigné, tandis que le pistolero desserrait les gros nœuds autour de la couverture. « J'allais pas me sauver !»« Tu t'es sauvé !» répondit le pistolero, et l'expression sur le visage de Jake le fit sourire. « J'ai dû aller te chercher. Tu étais somnambule. »« C'est vrai ?» lui demanda le garçon d'un air suspicieux. « J'avais jamais fait un truc pareil à vous. » Soudain, le pistolero sortit la mâchoire et la plaça sous le nez de Jake. Le garçon eut un mouvement de recul, grimaçant en levant le bras. « Tu vois ?» Jake acquiesça, bouleversé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« On n'a pas le temps de palabrer maintenant. Il faut que je m'absente quelque temps. Je serai peut-être parti toute la journée. Alors écoute-moi bien, fiston, c'est important. Si je ne suis pas revenu au coucher du soleil... » La peur traversa le visage de Jake. « Vous m'abandonnez !» Le pistolero se contenta de le regarder. « Non, » fit Jake après réflexion. « J'imagine que si vous vouliez m'abandonner, ce serait déjà fait. » Voilà, c'est mieux. Là, tu utilises ta tête. Maintenant, écoute. Je veux que tu sois très attentif. Je veux que tu restes ici pendant que je serai parti. Ici, dans le campement. Ne t'éloigne pas même si ça te paraît l'idée du siècle. Et si tu te sens bizarre, peu importe comment, tu prends cette mâchoire et tu la serres entre tes mains. La haine et le dégoût, ainsi qu'un voile de perplexité, assombrirent le visage de l'enfant. « Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, c'est tout. »« Si, tu pourras. Il le faudra peut-être. Surtout passer midi. C'est important. Tu te sentiras peut-être barbouillé ou migraineux en l'apprenant pour la première fois. Mais ça passera, tu comprends ? Oui. Tu feras ce que je te dis ? Oui. Mais pourquoi il faut que vous partiez ? Éclata Jake. Il le faut. C'est tout. Le pistolero eut un nouvel aperçu fascinant de la volonté d'acier qu'abritait l'enveloppe corporelle de ce garçon. Aussi énigmatique que cette histoire qu'il lui avait racontée, sur cette ville dont il était censé venir, où les bâtiments étaient si hauts qu'ils grattaient littéralement le ciel. Ce n'était pas Cuthbert que ce garçon lui rappelait, mais plutôt son autre ami le plus proche, Alain. Un garçon discret, aux antipodes de la démagogie et du charlatanisme à la Cuthbert. Un garçon fiable, qui n'avait peur de rien. « Très bien, » fit Jake. Le pistolero posa la mâchoire par terre avec précaution, offrant à l'herbe son rictus, comme un fossile érodé qui aurait vu la lumière du jour après une nuit de 5000 ans. Jake ne voulait pas la regarder. Il avait le visage pâle et l'air malheureux. Le pistolero se demanda si cela serait bénéfique pour eux et pour lui de l'hypnotiser pour l'interroger, puis estima que non. Il savait trop bien que l'esprit du cercle de pierre était, à n'en pas douter, un démon, et très certainement aussi un oracle. Un démon sans forme, rien qu'une sorte de vague lueur sexuelle dotée de l'œil de la prophétie. Il se demanda brièvement si ce ne pouvait pas être l'âme de Sylvia Pittston, la géante dont le boniment religieux avait conduit Tulle à sa perte dans l'épreuve de force fatale. Mais non, pas elle. Les pierres du cercle étaient anciennes. Sylvia Pittston n'était qu'une petite gueuse la morveuse comparée à la chose qui avait fait sa tanière ici. Une chose ancienne et rusée. Mais le pistolero maîtrisait toutes les formes du parler, et il ne pensait pas que le garçon aurait à utiliser le talisman. La voix et l'esprit de l'oracle auraient bien assez à faire avec lui. Le pistolero avait besoin de savoir certaines choses, malgré le risque. Et le risque
était grand. Cependant, pour Jake, autant que pour lui-même, il avait désespérément besoin de savoir. Le pistolero ouvrit sa blague à tabac et fourragea à l'intérieur, repoussant les lambeaux de feuilles sèches sur le côté, jusqu'à ce que ses doigts entrent en contact avec un minuscule objet enveloppé dans un fragment de papier blanc. Il le fit rouler entre ses doigts, qui allaient disparaître bien trop tôt, et leva vers le ciel un regard distrait. Puis il déroula le papier et en prit le contenu. Une minuscule pilule blanche, dont le contour s'était émoussé pendant le voyage, qu'il garda dans la main. Jake le regarda d'un air curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Le pistolero eut un rire bref. « Cort nous racontait que c'étaient les dieux anciens qui pissaient dans le désert, et que c'était ce qui donnait la mescaline. » Jake eut seulement l'air perplexe. « C'est une drogue, » précisa le pistolero. « Mais pas une drogue qui t'endort. Une drogue qui te réveille complètement pour un petit moment. »« Comme le LSD, » dit le garçon, comme malgré lui, avant de reprendre un air perplexe. « Le quoi ?»« Je ne sais pas, c'est sorti tout seul. Je pense que ça doit venir de... Vous savez, d'avant. » Le pistolero acquiesça, mais il avait des doutes. Il n'avait jamais entendu quiconque appeler la mescaline LSD, pas même dans les vieux livres de Martine. « Ça va vous faire mal ?» demanda Jake. « Ça ne m'a jamais fait mal jusqu'ici, » dit le pistolero, conscient qu'il louvoyait. « J'aime pas ça. » « Ne t'inquiète pas. » Le pistolero s'accroupit devant l'outre, prit une gorgée d'eau et avala la pilule. Comme toujours, la réaction buccale fut immédiate. Il lui sembla que sa bouche débordait de salive. Il s'assit près du feu éteint. « Quand est-ce qu'il se passe quelque chose ?» demanda Jake. « Pas avant un petit moment. Reste tranquille. » Jake se tut, observant avec une suspicion non dissimulée le pistolero qui se livrait calmement au rituel du nettoyage de ses armes. Il les rangea, puis s'adressa au garçon. « Ta chemise, Jake. Retire-la et donne-la-moi. » À contre-cœur, Jake retira par le haut sa chemise délavée, dévoilant sa cage thoracique maigre, et il la tendit à Roland. Le pistolero sortit une aiguille qu'il gardait dans la couture latérale de son jean, ainsi que du fil provenant d'un étui de douille vide dans son ceinturon. Il se mit à recoudre une longue déchirure dans une des manches de la chemise. Une fois sa tâche terminée, tandis qu'il rendait sa chemise au garçon, il sentit les premiers effets de la drogue, comme une contraction de l'estomac, et la sensation qu'on resserrait d'un cran tous les muscles de son corps d'un tour de manivelle. « Il faut que j'y aille, » dit-il en se levant. « Il est temps. » Le garçon se leva à demi, le visage assombri par l'inquiétude, puis se rassit. « Soyez prudent, je vous en prie. »« Rappelle-toi, la mâchoire, » répondit le pistolero. Il posa la main sur la tête de Jake en passant et ébouriffa ses cheveux couleur de blé. Ce geste engendra chez lui un rire bref. Le garçon le regarda s'éloigner avec un sourire troublé, jusqu'à ce que sa silhouette eût disparu dans la jungle de saule. Le pistolero marcha d'un air déterminé jusqu'au cercle de pierre, s'arrêtant le temps de boire un peu d'eau fraîche à la source. Il voyait son propre reflet dans une minuscule flaque cernée de mousse et de nénuphars, et il se regarda un moment aussi fasciné que l'avait été Narcisse. Les effets sur son psychisme commençaient à se faire sentir, ralentissant le cours de sa réflexion, tout en paraissant augmenter la connotation de chaque idée et la moindre donnée microsensorielle. Les choses commençaient à prendre un poids et une épaisseur invisible jusqu'alors. Il s'immobilisa, puis se remit debout, et jeta un regard à travers l'entrelacs de branches.
La lumière du soleil filtrait en un rayon oblique et doré, où dansait la poussière. Et il contempla, pendant un petit moment, le jeu des particules et des minuscules paillettes en suspension, avant de reprendre son chemin. La drogue l'avait souvent gêné. Son ego était trop fort, ou peut-être trop entier, pour aimer être décortiqué et mis en veilleuse, devenir la cible d'émotions plus sensibles. Ses sensations le titillaient, et souvent le rendaient fou, comme les moustaches d'un chat qui l'aurait effleuré. Mais cette fois-ci, il se sentait plutôt paisible, ce qui était une très bonne chose. Il pénétra dans la clairière et alla droit dans le cercle. Il se planta là, libérant son esprit et le laissant vagabonder. Oui, ça montait, plus dur, plus vite. L'herbe hurlait sa couleur verte, la hurlait à son intention. Il lui semblait que s'il se baissait et se frottait les mains dedans, il se retrouverait avec de la peinture verte partout sur les doigts et les paumes. Il résista à l'impulsion malicieuse de tenter le coup. Mais de l'oracle ne monta nulle voix. Pas de frémissement sexuel, ni d'aucune sorte. Il se dirigea vers l'autel et se planta là un moment. Toute pensée cohérente était devenue pratiquement impossible. Il avait une conscience aiguë de la présence de dents dans sa bouche. Elles lui paraissaient toutes bizarres, de minuscules tombes plantées dans la terre humide et rose. Le monde était baigné de trop de lumière. Il grimpa sur l'autel et s'allongea. Son esprit était en train de devenir une jungle pleine de plantes pensées étranges. Il n'avait jamais vu ni même imaginé auparavant une jungle qui avait poussé autour d'une source de mescaline. Le ciel était d'eau, et lui se tenait en suspension au-dessus. Cette pensée lui donna le vertige, un vertige qui lui parut lointain et secondaire. Un vers issu d'un poème ancien lui vint en mémoire. Pas une voix de l'enfance cette fois-ci, non. Sa mère craignait les drogues et la nécessité de les utiliser. Tout comme elle craignait Corte et le besoin d'avoir recours à un homme qui battait les garçons. Le vers lui venait du peuple Mani, au nord du désert. Un clan qui vivait toujours entouré de machines pour la plupart hors d'usage, et qui, lorsqu'elle marchait, dévorait parfois les hommes. Les vers revenaient encore et encore, lui rappelant, de cette manière déconnectée, typique de la mescaline, de la neige dans un globe, comme celui qu'il possédait enfant, mystique et à moitié fantastique. Hors de portée de tout homme, une goutte d'enfer, une touche d'étrangeté. Les arbres qui surplombaient l'autel recélaient des visages. Il les contempla avec une fascination abstraite. Ici, un dragon vert qui se contorsionnait. Là, une nymphe de bois agitant ses bras de branches. Ou encore un crâne vivant, recouvert de bave gluante. Des visages, des figures. L'herbe de la clairière se mit soudain à claquer et à ployer. Ça vient. Ça vient. De vagues frissons traversant sa chair. Tout ce chemin parcouru, se dit-il, hier allongé dans l'herbe douce de l'aplomb avec Suzanne, et aujourd'hui, ça. Elle se serra contre lui, avec son corps fait de vent, sa poitrine de jasmin odorant, de rose et de chèvrefeuille. « Énonce ta prophétie, dit-il. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. » Un goût de métal lui envahit la bouche. Un soupir, un sanglot léger. Le pistolero sentait ses organes génitaux durs et comprimés. Au-dessus de lui, au-delà des visages dans les feuilles, il apercevait les montagnes,
dure, brutale, pleine de dents. Contre lui, le corps remua, lutta. Il sentit ses poings se fermer. Elle avait convoqué une vision de Suzanne. C'était Suzanne au-dessus de lui. Sa bien-aimée Suzanne Delgado, qui l'attendait dans une cabane de meneur de bétail abandonnée, les cheveux lâchés sur les épaules et dans le dos. Il pencha la tête, mais son visage à elle le suivit. Jasmin, rose, chèvrefeuille, vieux foin, le parfum de l'amour. Aime-moi. Énonce ta prophétie, énonce la vérité, Je t'en prie, pleura l'oracle. ne sois pas froid. Il fait déjà si froid ici. Des mains effleurant sa chair, le manipulant, faisant jaillir le feu en lui, le tirant, le pressant, une fente noire et parfumée, humide et chaude. Non, sèche, froide, stérile. Aie pitié, pistolero. Ah, je t'en prie. J'implore des faveurs. Pitié. Auras-tu pitié du garçon? Quel garçon? Je ne connais pas de garçon. Ce n'est pas d'un garçon que j'ai besoin. Oh, je t'en prie. Jasmin, rose, chèvrefeuille, le foin séché avec ses effluves de trèfle estivale, l'huile tirée des urnes antiques, la chair qui s'embrase. Après, dit-il, si ce que tu me dis peut m'être utile. Maintenant, par pitié, maintenant. Il laissa son esprit s'enrouler vers elle, dans une négation totale de toute émotion. Le corps suspendu au-dessus du sien s'immobilisa et sembla hurler. Il y eut quelques instants de bataille acharnée et vicieuse entre ses tempes. Son cerveau était la corde grise et fibreuse qu'on tirait en tous sens. Pendant un moment, il n'y eut d'autre son que le souffle silencieux de sa respiration et la brise légère qui faisait bouger les visages verts dans les arbres. Clin d'œil, grimace, pas de chant d'oiseau. Elle relâcha son étreinte. De nouveau ce sanglot. Il fallait faire vite ou bien elle le quitterait. Rester maintenant signifiait pour elle perdre de sa force, peut-être même périr. Il sentait déjà le souffle glacé se retirer pour déserter le cercle de pierre. Le vent faisait ondoyer l'herbe en une danse de supplice. « La prophétie !» répéta-t-il avant d'asséner une exigence plus sinistre encore. « La vérité !» Un sanglot, un soupir de lassitude. Il aurait presque pu lui accorder la pitié qu'elle quémandait. Seulement, il y avait Jake. S'il était arrivé une seconde plus tard la nuit précédente, il aurait retrouvé le petit mort. Ou fou. Dors alors. Non. Dors. D'un demi-sommeil. Ce qu'elle demandait était dangereux, mais sans doute nécessaire. Le pistolero leva les yeux vers les visages dans les arbres. On y jouait une pièce pour son divertissement. Des mondes naissaient et mourraient devant lui. Des empires se construisaient sur les sables rayonnants, où des machines éternelles peinaient dans une frénésie électronique abstraite. Des empires déclinaient, chutaient, renaissaient de leurs cendres. Des roues qui tournaient, comme un liquide silencieux ralentissait, se mettaient à grincer, à hurler, puis s'arrêtaient. Le sable venait obstruer les caniveaux d'inox de rues concentriques,
sous des cieux assombris, constellés d'étoiles, comme des lits de joyaux glacés. Et sur tout ce décor soufflait le vent du changement, amenant les senteurs de cannelle de la fin octobre. Le pistolero observa le monde qui changeait, et il dormit d'un demi-sommeil. 3. C'est le chiffre de ton destin. 3. Oui, le 3 est mystique. Le 3 est au cœur de ta quête. Plus tard viendra un autre chiffre. Le chiffre d'aujourd'hui est le 3. Quel 3? On ne voit qu'une partie des choses, et ainsi s'obscurcit le miroir de la prophétie. Dis-moi ce que tu peux. Le premier est jeune, les cheveux noirs. Il se tient au bord du gouffre, le gouffre du vol et du meurtre. Un démon l'a envahi. Le nom de ce démon est Héroïne. Quel genre de démon ça peut être? Je ne le connais pas, même dans les leçons de mon tuteur. On ne voit qu'une partie des choses. Et ainsi s'obscurcit le miroir de la prophétie. Il y a d'autres mondes, pistolero, et d'autres démons. Ces eaux-là sont profondes. Cherche les portes, cherche-les attentivement. Cherche les roses et les portes dérobées. Le deuxième? Elle vient sur des roues. Je ne vois rien de plus. Le troisième? La mort, mais pas pour toi. L'homme en noir, où est-il? Tout près. Bientôt, tu converseras avec lui. De quoi parlerons-nous? De la tour. Et le garçon, Jake? Parle-moi du garçon! Ce garçon est ta porte vers l'homme en noir. L'homme en noir est ta porte vers les trois. Les trois sont ta voie vers la tour sombre. Comment? Comment est-ce possible? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? On ne voit qu'une partie des choses, et ainsi le miroir. Dieu te maudisse! Aucun dieu ne m'a maudite. Pas de condescendance avec moi, chose. Comment devrais-je t'appeler? Catin stellaire? Pute des vents? Il en est qui vivent de l'amour qui passe par ces lieux ancestraux, même en ces temps tristes et malfaisants. Il en est d'autres pistoleros qui vivent du sang, parfois même, à ce que je vois, du sang des jeunes garçons. Ne peut-il être épargné? Si, Comment? c'est assez, pistolero. Lève le camp et retourne au nord-ouest. Au nord-ouest, on a encore besoin d'hommes qui vivent par les balles. J'ai prêté serment sur les armes de mon père et sur la traîtrise de Martine. Martine n'est plus. L'homme en noir a dévoré son âme. Tu le sais bien. J'ai juré. Alors tu es damné. Fais de moi ce que tu veux, chienne. Cette avidité. L'ombre se balançait au-dessus de lui, l'enveloppait. Il y eut une extase soudaine, coupée nette par une galaxie de douleurs, aussi faible et éclatante que ces étoiles rougies frappées par leur propre fin. Au point d'orgue de leur accouplement, des visages se présentèrent à lui d'eux-mêmes. Sylvia Pitstone, Alice, la femme de Tulle, Suzanne, une douzaine d'autres. Et enfin, après une éternité, il la repoussa hors de lui. Il avait repris ses esprits. Il était courbattu et dégoûté. Non, ce n'est pas assez. Laisse-moi partir, dit le pistolero. Il se redressa et faillit tomber de l'autel en essayant de se remettre sur pied. Elle le toucha, essaya de l'attirer. Chèvrefeuille, jasmin,
sueur, suave senteur. Il la repoussa violemment, tombant à genoux. En titubant, il se rendit aux limites du cercle. Il le franchit en vacillant, sentant un poids énorme tomber de ses épaules. Il poussa un profond soupir, un frisson proche du sanglot. En avait-il assez appris pour justifier cette impression de profanation? Il n'en savait rien. Avec le temps, il finirait sans doute par le savoir. Tandis qu'il reprenait son chemin, il la sentait debout derrière les barreaux de sa prison. À le regarder s'éloigner d'elle, il se demanda combien de temps passerait avant que quelqu'un d'autre traverse le désert et la découvre, seule et affamée. L'espace d'un instant, il se sentit tout petit devant tous ces possibles temporels.